l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ouverte ce mercredi au Niger sous fond de crise. Les députés de l'opposition ont brillé par leur absence, tandis que le président de l'Assemblée est toujours en exil. Au Sénégal, la criminalité transnationale au cœur d'un atelier régional de haut niveau. Les travaux ont débuté ce matin. Et le Burkina Faso en deuil suite à la disparition de l'opposant Ama Arba Diallo. Il s'est éteint la nuit dernière à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouverture ce matin à Niamey de la deuxième session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale. Et ces sessions revêtent une particularité car elles s'ouvrent sous fond de tension entre les députés de la majorité et celle de l'opposition, et aussi en l'absence du président de l'Assemblée Ama Amadou, en exil volontaire en France. Sarki Aboubakar, Razak Abaché. L'ouverture de cette deuxième session ordinaire était fortement attendue par toute la classe politique nigérienne. Sa particularité vient du fait qu'elle se déroule en l'absence de son président impliqué dans une affaire de droit commun dite de supposition d'enfants et en fuite en Europe. On a ouvert les travaux, le premier vice-président a convoqué l'ouverture de la session pour le premier, en l'absence du président de l'Assemblée nationale qui a fui, qui a dit qu'il a fui, et c'est pour ça que nous avons répondu, et nous savons qu'il est tout à fait normal qu'on réponde à cette convocation-là parce qu'elle est légale. Est-ce que moi, c'est moi qui ai fait absenter Hamas? Je ne l'ai pas fait absenter. Il a choisi d'être absent. Et moi, je souhaite d'être présent. Je pense que c'est clair. C'est la personne de choisir ce qu'elle veut. La volonté, ça lui revient. Notre session, en tout cas dès cet instant, nous allons mettre la main à la pâte avec la conférence des présidents et statuer sur notre calendrier, notre ordre du jour que nous allons adopter tout à l'heure à la plénière. Et maintenant, les commissions vont entamer les travaux de la session budgétaire parce que le budget, c'est un outil essentiel pour le gouvernement et il faut que nous le faisions dans les délais. Une ouverture qui s'est faite en l'absence des députés de l'opposition. Raison invoquée, la convocation de cette session est plutôt prévue pour le 7 octobre prochain. Ils ont informé l'opinion nationale que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a convoqué pour le 1er octobre la présente session. Ce qui est faux, bien entendu. Le président de l'Assemblée nationale a convoqué effectivement la session, mais pour le 7 octobre. Et pour nous donc, conformément aux dispositions de l'article 91, dont je vous donne la teneur, le président de l'Assemblée est le seul habilité à convoquer une session. Ils ont notamment prêté des intentions malveillantes au président de l'Assemblée en disant que la convocation du 7 viserait simplement à faire de la diversion, c'est un terme qu'ils aiment bien, je constate au passage, à faire donc de la diversion et amener l'Assemblée dans une situation de blocage afin que le budget ne soit pas voté in fine. Ouverte sous fond de tension, les députés de la majorité et de l'opposition s'accusent mutuellement de violation du règlement intérieur et de la Constitution. Direction le Mali avec la suspension du maire du district de Bamako. Cette suspension est-elle levée? La réponse avec le maire lui-même. Et c'est au micro de Djibrila Maïga Moussabari. Je pense que j'ai été suspendu. Je suis revenu à mes fonctions. J'ai un mandat vis-à-vis de Bamako. Il faut que je fasse en sorte que ce mandat puisse satisfaire les Bamakois. Et je dois avoir une ambition pour les populations, pour les gens qui m'ont élu, et le reste va avec. Une triste nouvelle à présent, le pays des hommes intègres en deuil. Ama Arba Diallo n'est plus. Il est décédé la nuit dernière des suites d'une courte maladie. Figure emblématique de la vie politique burkinabé, Ama Arba Diallo était l'un des piliers
de l'opposition. Réputé maire de Dori et président du Parti pour la démocratie et le socialisme, il aura mené une vie de lutte. Retour sur son parcours avec Abdoulaye Bari. Il symbolisait la sagesse au sein de l'opposition burkinabé. Malgré ses 75 ans, son engagement politique était sans faille. Il répondait présent à chaque manifestation de l'opposition en ces périodes de turbulence politique au Burkina. Homme politique, il présidait aux destinées du Parti pour la démocratie et le socialisme. À la présidentielle de 2010, il s'était classé deuxième après le président Compaoré. Conseiller et ministre des Affaires étrangères du président Sankara entre 1983 et 1987, Ama Arba Diallo a aussi derrière lui plusieurs années de diplomatie. Il a représenté le Burkina Faso dans plusieurs pays comme ambassadeur, le Nigeria, la Chine, les États-Unis, avant d'intégrer le système des Nations Unies, où il a officié en qualité de secrétaire exécutif de la Convention sur la lutte contre la désertification. L'opposition burkinabé pleure la disparition d'un de ses grands piliers. Député maire de Dori dans le Sahel burkinabé, ses actions en faveur du développement de la province du Sénou sont palpables et saluées par l'ensemble de la population. Ama Arba Diallo disparaît à un moment où le peuple burkinabé est divisé entre pro et anti-référendum. Il aurait voulu voir l'aboutissement de son combat pour la démocratie, la liberté et le développement, mais Dieu en a décidé autrement. Il laissera à la jeunesse burkinabé comme héritage son engagement et ses convictions politiques, et surtout une vie de lutte. C'est tout le peuple burkinabé qui pleure un homme de mesure qui a su s'imposer comme figure emblématique de la politique au pays des hommes intègres. Ama Arba Diallo sera inhumé le vendredi dans son village natal, à Dori. Dors en paix. Que la terre du Sénou te soit légère. Retour au Mali, le ministre de la Défense et des anciens combattants était face à la presse ce mercredi. Et cette rencontre a lieu quelques jours seulement après le passage du FMI, Fonds monétaire international, dans le pays. Des contrats militaires auraient été annulés. Le compte rendu de cette conférence avec Djibrila Maïga et Moussa Bari. Une conférence de presse pas comme les autres. Pas de place au mépris et au dédain. Quelques mots pour introduire ce premier contact physique entre le ministre malien de la Défense et les hommes de médias. Des préoccupations majeures ont été abordées au cours de cette rencontre. Les marchés militaires, le traité de coopération, le processus de la réforme de l'armée en cours, entre autres thématiques. Concernant la question de l'annulation des contrats des marchés militaires, oui, réplique le ministre de la Défense, des contrats ont été résiliés. Ce que le Conseil dit, oui, les contrats ont été annulés, conformément à certaines instructions que l'on a bien état de faire connues de tous. Au total, 15 contrats ont été annulés. Quelles conséquences pourrait avoir l'annulation de ces différents contrats? Le ministre répond. Vous connaissez le principe du FMI. Notre budget du manière générale est tout déficitaire. Ce sont ces gens-là qui nous aident à combler. Dès l'instant où ceux qui vous aident à combler, vous commencez à rajouter, comprenez avec nous que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans leur manœuvre, on nous a fait revenir dans quelque chose qui est supposé être normal maintenant, qu'on peut gérer avec l'appui qu'ils vont nous donner. Donc, la première conséquence, quelque part, nous allons commencer à souffrir davantage. Comme on dit, l'ouverture à la facilité. La position réelle de l'armée malienne a été évoquée. Cette armée peut-elle se mouvoir partout sur le territoire? Voici la réponse du chef d'état-major général des armées. L'armée malienne est présente sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas un homme sur chaque pouce du territoire que l'armée malienne n'est pas là. L'armée malienne, Barkhane le sait, la MINUSMA le sait, nous faisons des patrouilles conjointes sur toute l'étendue du territoire. Nous faisons des rencontres périodiques au niveau des commandants des forces. Nous faisons des rencontres au niveau des états-majors et nous menons des actions communes sur toute l'étendue du territoire. Cette conférence a été une occasion tout indiquée par le ministre de la Défense et des anciens combattants d'exhorter les hôtes du jour à associer au peuple l'esprit de défense à travers des messages de paix et de cohésion sociale. Direction le Sénégal à présent, où se tient la deuxième session, le deuxième séminaire sous-régional sur la criminalité transnationale. Un atelier de 3 jours qui a pour objectif de favoriser d'une part la mise en place des dispositifs nationaux de lutte contre la criminalité transnationale et d'autre part d'engager une réflexion pour faciliter
la mise au point d'outils internationaux relatifs à l'entraide judiciaire en matière pénale. Mariem Benguefay, Souleymane Anne, Antoumar. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest est la cible d'intenses activités liées au terrorisme et au trafic en tout genre. Cocaïne, armes à feu, médicaments frauduleux ou contrefaits, entre autres. De nombreux fléaux qui menacent la situation socio-économique et sécuritaire du continent. Les menaces viennent de tous horizons, donc c'est un phénomène, d'ailleurs un phénomène qui est difficile à saisir. Et donc il est utile que toutes les actions soient mises en œuvre de nature à les combattre, parce qu'il y a une généralisation après le Sahel. Aujourd'hui, d'autres parties du continent, et notamment des parties qui relèvent, n'est-ce pas, de l'espace francophone, sont concernées. Pour faire face à ces menaces, les investigations et les poursuites de ces crimes ne peuvent plus s'appréhender dans le strict cadre et les limites de la juridiction d'un seul État. Une stratégie multilatérale de portée régionale s'impose alors. Ce que nous voulons faire, c'est rassembler l'ensemble des 8 juridictions d'Afrique de l'Ouest qui sont présentes à notre conférence et d'échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain dans l'application soit des grandes conventions internationales, des traités internationaux dont ils sont individuellement signataires, chacun de ces États, et des difficultés qu'ils rencontrent comme service de poursuite, à la fois dans l'extradition des ressortissants qui sont susceptibles d'avoir commis des gestes, mais aussi dans l'échange, ce qu'on appelle l'entraide pénale internationale, l'échange des fruits des enquêtes de chacune des juridictions nationales. L'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones compte organiser des unités de détection et d'investigation efficaces, ainsi que des juridictions spécialisées dans les domaines tels que la lutte contre l'impunité, le blanchiment, la corruption, les crimes contre l'humanité. Mais cela passe par l'organisation d'outils de coopération judiciaire aptes à permettre de dépasser les blocages découlant des frontières. Sénégal toujours, et ce mardi, ONU Femmes a procédé au lancement de sa collaboration avec la société civile. Il s'agit d'un groupe de 12 personnes qui jouent un rôle moteur dans la réalisation des objectifs stratégiques communs que sont l'égalité des sexes, les droits des femmes et leur autonomisation. Louise Tinasanya, Souleymane Anne, Antoumar. ONU Femmes lance le groupe consultatif informel régional de la société civile autour d'experts issus de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce groupe consultatif jouera un rôle de conseil et fournira des recommandations stratégiques sur les questions liées à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et sur toutes les autres priorités thématiques d'ONU Femmes. Il contribuera également au renforcement des partenaires stratégiques et du dialogue entre ONU Femmes et la société civile dans la région. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, donc, c'est le lancement officiel du groupe qui va conseiller le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour nous, cela est très très important. Ça nous permet d'avoir les opinions de la base. Ça nous permet aussi de mieux orienter nos activités pour être sûr que nous sommes en train d'adresser les priorités et les besoins des femmes dans le sens d'une meilleure égalité entre hommes et femmes. Le groupe n'a pas formellement de relation directe politique avec l'État. Le groupe joue un rôle de conseil sur nos programmes, mais puisque ONU Femmes, dans tous les pays, accompagne la politique de l'État pour promouvoir l'égalité des sexes dans les politiques et dans les budgets, forcément, à travers ces activités, le groupe va avoir des interactions donc, avec les États, mais à travers ONU Femmes, en conseillant, en orientant les programmes et les activités. Les groupes consultatifs de la société civile d'ONU Femmes sont des espaces d'échange et d'engagement permanents, qu'ils soient régionaux, nationaux ou mondiaux. ONU Femmes soutient la participation de la société civile à de nombreux processus intergouvernementaux. La suite de l'actualité maintenant, en bref et en images rassemblées, commentées pour vous ce soir par Daouda Kamate. Un premier cas de fièvre Ebola a été diagnostiqué aux États-Unis. Le patient qui venait du Libéria a été admis dans un hôpital de Dallas. Une autre personne arrivant de Sierra Leone est sous observation dans la région de Washington, sans lien avec le cas du Texas. Les autorités prennent l'affaire au sérieux. Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies basé à Atlanta a immédiatement organisé une conférence de presse pour tenter de calmer les esprits.
Toujours aux États-Unis, les autorités sont toujours très préoccupées par la menace que représentent les combattants étrangers au sein des mouvements terroristes. Après la résolution votée à l'unanimité aux États-Unis la semaine dernière, le département d'État publie une liste actualisée de personnes activement recherchées. Parmi les 10 derniers noms diffusés figure un ressortissant français, Salim Ben Khalem. En Haïti, la situation politique est toujours dans l'impasse. Le pays a plus de 3 ans de retard dans son calendrier électoral. Et sans vote d'ici la fin de l'année, l'ensemble du Parlement deviendra caduc, de quoi raviver les tensions. À l'occasion du 23e anniversaire du coup d'État du 30 septembre 1991, les partisans de Jean-Bertrand Aristide sont descendus dans la rue à Port-au-Prince pour manifester leur solidarité à l'ancien président et dénoncer les dérives du régime actuel. La Cour pénale internationale étudie depuis ce lundi l'opportunité de juger ou pas Charles Blé Goudé. L'accusation portée par la procureure Fatou Bensouda demande que 4 chefs de crimes contre l'humanité soient retenus contre lui. Meurtre, viol et autres violences sexuelles et actes de persécution et autres actes inhumains. D'ailleurs, l'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale doit s'achever ce jeudi 2 octobre à La Haye. Retour au Mali pour poursuivre. La mairie du district de Bamako a servi de cadre ce mercredi à la cérémonie de lancement du partenariat Alstom Afrique, mairie du district de Bamako, à travers le projet Bamako Horizon 2030. Selon le maire du district, Bamako ne voudrait pas rester en marge ni rater le démarrage des trains de la modernité. Les détails avec Djibril Maïga, Moussabari. Ce tarimage Alstom Bamako pose déjà les jalons d'une collaboration pour les années à venir. Principal défi, faire de la capitale malienne une ville propre, des transports ponctuels et sécurisés, une ville modèle à travers la mobilité urbaine, la gestion de l'eau et des déchets. Une cité multipolaire, bref, un espace où il fait bon vivre. Mais le défi ne peut être relevé sans le concours de tous. Il est devenu impérieux pour les villes africaines de maîtriser leur développement pour éviter l'asphyxie. À Bamako, nous devons faire face à 5,4% de croissance annuelle de la population qui représentera 6 millions d'habitants pour la ville de Bamako à l'horizon 2050. Il s'agira pour nous de faire de Bamako un hub naturel, un territoire attractif à 90 minutes de l'ensemble des capitales ouest-africaines. La modernisation du système de transport urbain à Bamako, un projet innovant et structurant qui entend s'inspirer de l'expérience d'Alstom Afrique. Toute cette ambition-là, tout ce projet qui est porté par l'ensemble des Maliennes et des Maliens, eh bien, c'est un honneur pour nous, un groupe industriel Alstom, de pouvoir participer, accompagner les efforts qui sont les vôtres. En début de cérémonie, une présentation de la ville de Bamako à l'horizon 2030 a été faite aux hôtes du jour par les responsables en charge du transport urbain de Bamako. Alstom est un des leaders mondiaux en infrastructures de production électrique, de transmission et de transport ferroviaire. Elle est implantée dans 100 pays dans le monde. Au Mali, l'entreprise Alstom est déjà présente à Bamako dans le cadre de l'énergie. Des échanges de cadeaux ont mis fin à cette cérémonie. C'est la fête de la Tabaski. Dans quelques jours et en cette période, la vente de moutons est le commerce le plus prisé. S'il y a des espaces réservés exclusivement pour la vente, il faut reconnaître qu'avec l'arrivée d'autres nationalités, cet espace risque d'être exigu et la seule issue restera l'aménagement dans plusieurs autres quartiers. Et c'est le cas de la SICAP rue 10 où nombreux sont les vendeurs qui y exposent leurs produits. Mariem Mbengefay, Suleiman Antouma pour les détails. Depuis quelques semaines, la rue 10 est érigée en une véritable cité de moutons. Tout au long de cette rue, des vendeurs s'y sont installés. Les habitants de Dakar, tout comme ceux des villages, tous autour du business des moutons. Vous savez que Dakar est un lieu de convergence. Les Maliens, les Mauritaniens, toutes les nationalités sont là. En ce qui me concerne, je viens de Dar Djolof, mais je sais que le commerce marche bien ici. Je peux vendre à 130, 150 ou 160 000.
À moins d'une semaine de la fête de la Tabaski, un stock très important de moutons est visible sur les artères. Manque de moyens ou cherté? En tout cas, les avis sont partagés. Le véritable problème, c'est que les moutons sont là, mais on ne voit pas les clients. Du moins, de notre côté, les habitants de la rue 10 n'ont pas encore acheté de moutons. En ce moment, on a 13 moutons qu'on a vendus et qui sont toujours là avec nous parce que leurs propriétaires ont des problèmes d'espace chez eux. Ils nous proposent de les garder jusqu'à l'approche de la fête. La vente des moutons rime parfois avec le vol de ces produits, d'où l'importance de l'organisation de certaines personnes qui essayent de trouver tous les moyens pour éviter certains dérapages. Les voleurs, ils sont là, ils ont plusieurs tactiques. Ils usent de tous leurs moyens pour voler. Ils peuvent être 4 ou 5. Et au moment où tu fais du marchandage, les autres essaient de détacher d'autres moutons. Et pour éviter les vols, je viens toujours avec mes enfants, mes neveux. Au moment où je dois parler avec des clients, les autres sont en train de superviser. Les jours sont comptés. L'achat des moutons est primordial. Les bourses font défaut, mais l'espoir est toujours là. Ces chefs de famille comptent acheter des moutons pour le plaisir de leurs enfants, conformément à la recommandation divine. Et juste après ce journal, vous retrouverez l'émission Rebond avec Aminata Mariko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africap Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.